Bienvenue, on se penche aujourd'hui sur L'art de la guerre de Sun Tzu, ce traité fondamental dont la sagesse, c'est vrai, résonne encore pas mal. Oui, et ces écrits, bien que très anciens, continuent d'influencer bien au-delà du militaire. On va regarder comment affiner un peu la lecture, l'implication aujourd'hui. Exactement. Alors, attaquons tout de suite le premier point, l'application pratique des principes pour un public, disons, non militaire, pour être plus immédiate. Effectivement, on sent bien que l'auteur ou l'éditeur peut-être part du principe que c'est pertinent pour les affaires, la politique, même la vie perso. Oui, Mais les extraits eux-mêmes, ils nous ramènent tout le temps à l'Antiquité. Les chars, les sièges, les terrains spécifiques. C'est très concret mais très très ancré. ce qui oblige en fait le lecteur moderne à faire un vrai travail d'interprétation, de traduction conceptuelle. Si on n'est pas déjà un peu familier avec ça, on risque de rester à la surface, quoi. Oui, on est fasciné par le côté historique, mais on passe à côté de la portée universelle qui est pourtant promise au départ. Le fossé entre la tactique militaire de l'époque et, mettons, une négo commerciale d'aujourd'hui, il faut le combler plus activement. C'est ça. La faiblesse, elle est là, dans ce décalage entre le contexte vraiment littéral du texte et puis les applications modernes qu'on suggère. Le lecteur est un peu laissé seul pour faire le pont. Hmm. Il lit des trucs sur la disposition des troupes, l'usage du feu, et il doit imaginer comment ça colle à la gestion d'une équipe projet ou au lancement d'un produit. C'est pas évident. Alors, justement, comment on pourrait faciliter cette transposition sans dénaturer la pensée originale, bien sûr. Il y a un risque, non, de trop vouloir moderniser, de plaquer des analogies un peu forcées. C'est tout l'enjeu, oui. La suggestion, c'est pas de réécrire Sun Tzu pour le XXIe siècle, loin de là. C'est plutôt d'intégrer au fil du texte ou du commentaire des sortes de passerelles, des clés de lecture, d'accompagner le lecteur dans cet effort. D'accord. Et concrètement, ça donnerait quoi? Par exemple, on pourrait insérer des questions ouvertes ou des pistes de réflexion juste après des maximes importantes. Prenons l'article 3, le fameux « Connais-toi à toi-même, connais ton adversaire ». C'est très fort, mais ça reste général. Il est clair, par exemple, la gestion des dynamiques internes dans une boîte. Quelles sont les forces, les faiblesses à voir chez ses propres collègues ou entre services? C'est quoi le terrain d'une négo salariale? Voilà, exactement. Ou alors, sur l'article 5, qui parle de l'équilibre entre le jung, le direct, l'apparent, et le qui, l'indirect, le secret. Au lieu de laisser le lecteur seul face à ça, On pourrait suggérer des transpositions. c'est ça, en demandant par exemple, dans une campagne marketing, qu'est-ce qui serait du jung? Une grosse pub, une annonce officielle. Et qu'est-ce qui serait du qui? Peut-être un partenariat discret mais influent, une OP de com ciblée sur des influenceurs, une gestion fine de l'irréputation pour modeler la perception. Hum, L'idée, c'est juste de donner des amorces, des exemples de domaines où ces stratégies peuvent s'appliquer aujourd'hui. Ça rend l'abstrait plus tangible, quoi. Oui, ça guide un peu plus sans imposer une seule lecture. Ça invite à réfléchir de manière appliquée. D'accord. Passons peut-être à un autre aspect, plus structurel. Parce que au-delà de l'application, la lecture elle-même, parfois, elle accroche un peu. L'enchaînement qui est parfois abrupt des maximes et une certaine répétition des thèmes, ça peut nuire à une perception claire de la hiérarchie des idées. C'est vrai ça. On a parfois l'impression d'une collection de pépites de sagesse qui sont plus juste apposées qu'articulées. Des thèmes clés comme l'importance de l'info, la connaissance de soi et de l'autre, ils reviennent dans plusieurs articles, le I, le 3, le VI, le I, le 13. Sans qu'on voit toujours clairement la progression ou la nuance ajoutée à chaque fois. Du coup, ça peut faire un peu redite, ou au contraire, on peut louper la subtilité d'une répétition dans un contexte un peu différent. Oui, Et même à l'intérieur d'un article, les idées s'enchaînent sans transition très marquée, parfois. reprenons l'article 3 des propositions de la victoire et de la défaite. Ça commence par l'idée de conserver l'ennemi intact, ok. Puis ça passe à l'attaque de sa stratégie, puis ça liste les 5 conditions de la victoire. Bon, le lien logique, il est là, mais il n'est pas toujours hyper explicite. Ça peut sembler un peu décousu si on cherche une démonstration bien linéaire. Donc la faiblesse, ici, c'est ce côté un peu fragmenté, aphoristique, qui peut finalement masquer la cohérence profonde de la pensée, ou la structure d'argumentation qui est en dessous. Le lecteur doit un peu reconstituer l'architecture globale lui-même. Ce qui demande un effort, oui. Alors, comment on fluidifie ça, sans trahir le texte? On ne peut pas réorganiser un classique comme ça. Non, bien sûr. Mais une édition critique ou une présentation moderne pourrait faire plus pour guider. La suggestion, ce serait d'expliciter un peu plus l'organisation thématique ou d'ajouter des petites phrases de liaison discrètes mais efficaces. Ah oui, par exemple? Et on pourrait introduire certains passages par une courte phrase qui signale le lien avec ce qui précède ou qui annonce ce qui suit,
Pour reprendre l'article 3e, après avoir dit « prendre un état intact est préférable », on pourrait ajouter une transition. Bon, pour atteindre cet idéal de préservation, la méthode la plus fine, c'est pas la bataille elle-même, c'est en amont. Il s'agit d'abord d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Ça crée un pont logique tout simple. Oui. Ou alors une autre approche, peut-être plus dans l'édition elle-même, ce serait de proposer une lecture thématique en parallèle. J'imagine des renvois clairs ou même des petits encadrés qui regrouperaient virtuellement tous les passages sur l'info et l'espionnage, même s'ils sont dispersés dans le texte. Oui, ou utiliser des éléments visuels, une typo différente, des petites icônes discrètes pour distinguer les grands principes philosophiques, des conseils plus tactiques ou des exemples précis. Ça aiderait à hiérarchiser, même visuellement. D'accord. Ces ajustements, ça permettrait une lecture plus fluide, on saisirait mieux l'architecture logique de l'œuvre sans la dénaturer. C'est une sorte d'aide à la navigation intellectuelle en fait. Exactement. Et ça nous amène assez naturellement à un troisième point qui touche vraiment au cœur de la pertinence de Sun Tzu aujourd'hui. L'importance capitale de la dimension psychologique et de la ruse, même si elle est présente, mériterait d'être constamment mise en avant comme l'angle vraiment distinctif du texte. Ah oui, ça c'est essentiel. L'introduction générale à l'œuvre insiste souvent là-dessus, et à juste titre. Sun Tzu, c'est la guerre psychologique, c'est l'art de vaincre sans combattre, la primauté de l'intelligence, de l'info, sur la force brute. Tout à fait. Et pourtant, quand on lit les chapitres, la formulation reste souvent très concrète, très militaire. La disposition des troupes, les 9 sortes de terrain, l'usage du feu, les distances à parcourir. On peut facilement se focaliser là-dessus, sur l'aspect matériel, tactique, presque technique. Et du coup passer à côté de l'essentiel. La faiblesse, ce serait que cette richesse psychologique, cette subtilité dans la manipulation des perceptions, du moral, de la volonté de l'adversaire, elle reste trop souvent implicite, un peu noyée dans les détails tactiques. Oui, on risque de lire une manœuvre comme une simple astuce de terrain, alors qu'en fait, elle vise avant tout à déstabiliser l'esprit de l'ennemi. Exactement. On lit feindre le désordre ou stimuler la faiblesse dans l'article 1, et on peut se dire « Ah, c'est une feinte opérationnelle ». Alors que la profondeur, elle est dans l'exploitation psychologique. Il s'agit de jouer sur l'orgueil de l'autre, sa précipitation, sa tendance à sous-estimer, pour le pousser à faire l'erreur fatale. C'est une manipulation de sa perception et de ses émotions, au fond. Donc la suggestion ici, c'est de rendre cette dimension psychologique plus explicite et même omniprésente dans l'analyse ou la présentation du texte. Il faudrait quasi systématiquement décoder l'objectif psychologique derrière la tactique qu'on décrit. Oui. Mais comment on fait ça sans tomber dans la surinterprétation ou dans un anachronisme psychologisant un peu facile? En restant proche du texte, mais en soulignant la finalité. Quand l'article vise parle du plein et du vide, et qu'il explique comment faire venir l'ennemi là où on veut, il ne faut pas se contenter de l'aspect géographique. Non, il faut insister sur le fait qu'il s'agit de créer un appât, de susciter un désir chez l'adversaire, de modeler sa perception de l'opportunité pour qu'il vienne de lui-même là où il sera vulnérable. C'est une manœuvre de l'esprit avant d'être une manœuvre physique. Voilà, autre exemple. L'article 13, souvent traduit par de la concorde et de la discorde ou de l'usage des espions. Les 5 sortes d'espions qu'il décrit, c'est pas juste des catégories d'agents de renseignement, quoi. Non, ce sont surtout 5 leviers d'influence, de désinformation, de manipulation psy à grande échelle. L'espion liquidable qui donne de fausses infos, l'espion retourné qui sème la confusion chez son propre camp. C'est de la guerre cognitive avant l'heure en fait, il faut vraiment marteler cette dimension. Donc pour chaque conseil tactique, le choix du terrain, le moment de l'attaque, le type de formation, il faudrait se poser la question, quel est l'effet psychologique qu'on cherche sur l'ennemi ? La démoralisation, la confusion, l'excès de confiance, la peur, et le rendre explicite pour le lecteur. C'est exactement ça, relier systématiquement le geste tactique à l'impact mental. Préciser que attiser son courroux, article 1, c'est pas juste une provoque gratuite, mais une technique pour obscurcir son jugement. Que l'art de laisser à l'ennemi une porte de sortie, article 7, c'est pas de la bonté d'âme, mais un calcul psychologique pour éviter le désespoir qui, lui, décuple les forces. Ça redonne toute sa profondeur au texte et ça justifie pleinement sa pertinence bien au-delà du militaire. Parce que la psychologie humaine, elle n'a pas tant changé que ça en 2500 ans. Non, c'est sûr. Les leviers de la peur, du désir, de l'orgueil, de la confusion, ça reste universel. Voilà une lecture qui rendrait l'art de la guerre non seulement intéressant historiquement, mais aussi directement utile pour quiconque évolue dans un environnement compétitif ou conflictuel, quel qu'il soit. Bon, alors si on récapitule un peu les pistes qu'on a suggérées pour enrichir l'approche de ces extraits. Oui.
Premièrement, donc, il s'agirait de rendre plus explicites les ponts entre les maximes militaires anciennes et les applications contemporaines non militaires, notamment en intégrant des questions guides ou des exemples de transposition dans des domaines comme le management, la négo, la com. D'accord. Deuxièmement, pour compenser la structure parfois un peu fragmentée ou répétitive, ce serait utile de fluidifier les enchaînements logiques dans les articles et entre eux. Par exemple, avec des petites phrases de liaison ou en proposant des clés de lecture thématiques, peut-être aidées par des éléments visuels pour hiérarchiser l'info. Et troisièmement, et ça c'est peut-être le point le plus crucial pour saisir la modernité du texte, il faudrait systématiquement souligner et expliciter la dimension psychologique qui se cache derrière les conseils tactiques. Montrer comment chaque manœuvre vise à influencer la perception, le moral ou la décision de l'adversaire. Ces trois axes, transposition active, clarification structurelle et accentuation psychologique, permettraient, il nous semble, une lecture plus profonde, plus cohérente et surtout plus directement utile de ce texte majeur. Ce sont des suggestions, bien entendu, des pistes de réflexion pour quiconque travaille avec ce matériel qui reste fascinant. L'objectif, c'est toujours d'aider à affiner l'approche pour en maximiser l'impact et la pertinence. Oui, et on invite d'ailleurs la personne qui nous a soumis ces extraits ou toute autre personne qui s'intéresse à Sun Tzu à explorer ces pistes. Et pourquoi pas à nous faire part de ses propres découvertes ou des adaptations qu'elle aurait pu imaginer. Le dialogue autour de ces textes anciens est resté toujours ouvert. Merci de nous avoir suivis pour cette discussion.